Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à Maître Kézanne, le deuxième patriarche du Zen Soto qui vécut au XIIIe siècle. En effet, si l'on associe généralement cette école à Maître Dogen, ce n'est pourtant qu'à partir de Maître Kézanne, son successeur à la troisième génération, que le Zen Soto a commencé son développement en devenant une des plus importantes écoles bouddhiques au Japon. Quel a alors été plus précisément son rôle? Qu'en est-il de sa personnalité? Et de quelle manière a-t-il participé sous certains aspects à l'ouverture du Zen? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invité, Pierre Crépon. Pierre Crépon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes moine et enseignant dans la tradition Zen Soto. Vous êtes responsable du temple Zen Kokaiji à Vannes, en Bretagne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, avant d'aborder effectivement la personnalité très importante de Maître Kézanne, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui était Maître Dogen, celui qui est considéré aujourd'hui comme le premier patriarche? Oui, alors Dogen a vécu au tout début du XIIIe siècle, parce que ces dates sont de 1200 à 1253, et il est le fondateur de l'école Zen Soto, bien que lui-même n'ait jamais voulu fonder une école particulière. Ni Soto, ni Zen, il considérait qu'il transmettait l'enseignement de Bouddha en général. Il a ramené de Chine les lignées du Zen, et il a institué au Japon la vie monastique telle qu'il l'avait découverte en Chine, une vie monastique fondée sur la pratique de la méditation, zazen, la méditation sans objet, et sur une grande ritualisation de tous les actes de la vie quotidienne. C'est-à-dire l'idée, c'est que la vie quotidienne devient la pratique de la voie. Et il a surtout rédigé, et aussi rédigé le Shobogenzo, qui est donc l'œuvre maîtresse du bouddhisme du Zen, et on peut même dire du bouddhisme japonais. Alors, dans ce cadre, le rôle de Maître Kézanne a été aussi essentiel. Dans les grandes lignes, est-ce que vous pourriez nous le situer, nous dire en fait en quoi il a été important? Alors, à la mort de Dogen, malgré cette œuvre fondamentale, on n'a pas fini d'étudier, on en aura encore pour des générations à étudier tout ce qu'a écrit le Maître Dogen. Curieusement, à la fin de sa vie, il y avait seulement quelques disciples qui pratiquaient à Eiji, dans le temple qu'il avait fondé. Et Kézanne arrive donc à la troisième génération. Il est né en 1264, Dogen étant mort en 1253, donc c'est une génération après. Et c'est à partir de lui que le Zen va se diffuser dans tout le Japon, en particulier dans les zones rurales, en ouvrant la pratique vers les laïcs, pour résumer son œuvre. Ce qui est une étape très importante. Ce qui est une étape très importante. C'est-à-dire que le Dogen, c'est un peu la pierre de fondation, et Kézanne a construit les murs, a ouvert cette pratique. Alors cela suppose, on imagine, une personnalité très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Pierre Crépon? Oui, alors déjà, pour sa formation, par rapport à Dogen, justement, qui avait rencontré plusieurs enseignants, mais pour lequel seul son maître, Nyojo, qu'il a rencontré en Chine, a compté. Dans le cas de Kézanne, il a rencontré beaucoup de maîtres différents. Il a pratiqué avec la plupart des disciples de Dogen, les disciples directs de Dogen. Il a aussi beaucoup voyagé dans le Japon. Il a rencontré des moines d'autres traditions. Il s'est intéressé aux autres traditions. Donc, dès le départ, si vous voulez, sa formation est beaucoup plus éclectique. C'est un homme d'ouverture, de rencontre. Et cela va se poursuivre dans l'œuvre qu'il va développer par la suite. L'autre point, outre cette période de formation ouverte, je dirais, est que c'est un homme de son temps. Dogen était aussi un homme de son temps, mais Dogen, ce qu'il en reste, c'est cette œuvre hors temps, je dirais, qui est le Shobogenzo. Kézanne, on a des témoignages, enfin, il a écrit plus ou moins une autobiographie, enfin, il a donné des éléments autobiographiques, et c'est un homme de son temps dans la mesure où c'est le Moyen-Âge japonais, comme le Moyen-Âge occidental. Le merveilleux est omniprésent. Les rêves comptent énormément pour lui. C'est à la suite de rêves qu'il va décider de fonder un temple, par exemple. Même les rencontres sont précédées par des rêves. Donc c'est tout un monde qui est très différent de notre monde occidental moderne, qui est le monde médiéval. Et c'est intéressant parce qu'on a souvent une vision du bouddhisme, du zen assez rationnelle, parce qu'on vit dans un univers rationnel. Mais il faut bien voir qu'à ces époques-là, l'environnement culturel, mental est complètement différent.
Et donc, quand on se rend compte de cela, on apprécie différemment les enseignements de tel ou tel maître, parce que c'est dans ce cadre, Oui, dans un contexte bien particulier. Ouais. Alors vous disiez que c'était un homme de son temps, notamment par rapport aux femmes. Ce qu'il a fait à l'époque est extraordinaire. Oui, alors c'est-à-dire que le rapport aux femmes dans le bouddhisme en général, et le zen en particulier, n'a pas été tellement développé. Parce que les gens qui ont écrit des histoires sur zen, ce sont les hommes. Donc forcément, ils ont moins parlé des femmes. Or, il semble que dans toute l'histoire du zen, s'il n'y avait pas eu le support des femmes laïques qui ont supporté les temples, le zen n'aurait pas eu le succès qu'il a eu. Alors ça commence avec Kezan, dont sa grand-mère avait été disciple de Maître Dogen, déjà, une supportrice de Maître Dogen. Sa mère elle-même était une fervente dévote, disons, de Kannon. Oui. Kannon, qui est un bodhisattva féminin. Et d'ailleurs, elle a eu Kezan assez tard, à l'âge de 37 ans, je crois, ce qui pour l'époque était vraiment très tard. Et donc, à la suite de prières à Kannon. Et elle a donné son fils à Kannon, enfin, au niveau du vœu. Et Kezan est né dans un temple dédié à Kannon. Donc, il a sa grand-mère qui est disciple de Dogen, sa mère qui voue un culte à Kannon, et qui d'ailleurs après va rentrer dans les ordres et devenir abbesse d'un temple. Ce qui à l'époque était également unique. Unique, presque. Non, mais il y avait déjà quelques couvents, mais qui étaient effectivement, il n'y a pas tellement de cas. Voilà. Et par la suite, il y a un couple qui lui donnera un terrain qui deviendra là où il pourra fonder un de ses temples, dont la femme deviendra également nonne. Il la considérera d'ailleurs comme une réincarnation de sa grand-mère. Donc il y a une omniprésence des femmes. De l'univers féminin. De l'univers féminin, alors qu'on n'a aucun élément sur son père, par exemple. Et lui-même créera un temple, dans son temple, un sanctuaire dédié aux femmes. Voilà. Et donc il a créé également d'autres temples. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors le premier temple, le temple fondateur du zen, c'est donc Eiheiji, fondé par Dogen. Déjà 2 générations après, il y a un temple qui s'appelle Daijoji, qui a été fondé par Gikai, qui était le maître de Kezan. Kezan, d'ailleurs, a été abbé de ce temple, comme il a été abbé d'un autre temple dans une autre région. Et après, il a fondé un temple qui s'appelle Yokoji, qui lui avait été donné justement par ce couple dont la femme était devenue nonne. Et un autre temple encore qui s'appelle Sojiji. Donc il a fondé, et encore je crois 3 ou 4 temples de moindre importance. C'était vraiment un fondateur de temple. Et curieusement, celui dont il pensait qu'il allait devenir le temple principal, Yokoji, ça a été un autre temple qui s'appelle Sojiji, qui est devenu par la suite le deuxième temple principal du Zen Soto. Alors, vous le disiez, c'est un homme de son temps, donc vis-à-vis des femmes, dans sa construction des temples aussi, mais également dans l'ouverture des rituels, dans la tradition Zen Soto. Par exemple, qu'est-ce qu'il a mis en place, Pierre Crépon ? Alors, cette question des rituels est encore débattue, c'est-à-dire que parce que certains donnent une vision qu'il y aurait eu un zen, entre guillemets, pur de Dogen, fait juste de pratique de zazen, sans rituel, et ce qui n'est pas le cas. À l'époque de Dogen, il y a aussi des cérémonies, bien qu'il en parle beaucoup moins. Mais avec Kezan, il va y avoir ce lien avec la population laïque. C'est-à-dire qu'il a créé cette symbiose entre une pratique très fondée, la pratique monastique fondée sur le zazen. C'est avant tout un maître zen de la lignée de Dogen, qui perpétue ce zen de Dogen, mais il crée une symbiose avec les aspirations religieuses des populations, en particulier des populations rurales. Oui. Par exemple, le Zen Rinzai s'est développé plus dans les capitales, en lien avec l'aristocratie. Dans le cas du Zen Soto, avec Kezan, c'est au niveau des populations rurales qui souhaitent des cérémonies pour des bienfaits mondains, je dirais, pour que les récoltes soient meilleures, pour éviter des catastrophes ou des choses comme ça. Donc, il développe tout un tas de cérémonies dans ce but-là, plus les cérémonies funéraires. Donc, si vous voulez, des cérémonies, des rituels qui existaient déjà à l'époque avant, sont développés
par Kézanne afin de créer ce lien avec la population locale. Qu'il n'y ait pas cette coupure entre des moines qui vivent enfermés dans un monastère et par ailleurs une population locale. Donc et le Zen Soto, à la fin, est devenu, c'est ce mélange des deux. Mais alors justement, comment est-ce qu'on considère aujourd'hui ces deux patriarches ? Maintenant, le Zen Soto considère à deux patriarches, Dogen, Kézanne. Ça, c'est très clair. L'image officielle du Zen Soto, c'est un rouleau qui présente Shakyamuni au-dessus, et en bas à droite, Maître Dogen, en bas à gauche, Maître Kézanne, pour bien signifier que l'école repose sur évidemment la lignée avec Shakyamuni, et sur ces deux personnages. Parfois, on parle de Dogen comme le père du Zen, et Kézanne, la mère du Zen. Il symbolise, si vous voulez, Dogen, c'est au niveau symbolique, parce qu'évidemment, chacun des personnages avait, c'est pas si simple, mais le côté introspection, tourné vers l'intérieur, alors que Dogen, ça va être l'homme de l'ouverture, de la rencontre, de l'ouverture vers l'extérieur. C'est un peu monter sur la montagne et descendre de la montagne. Donc les deux aspects sont vraiment importants. Et c'est cet ensemble qui constitue le Zen Soto. Et alors pour conclure, Pierre Crépon, on pourrait se demander ce que cela nous dit de la façon dont on envisage le Zen en Occident. Je crois qu'il faut que dans le futur, peu à peu, le Zen se développera s'il marche sur ses deux jambes. Ces deux jambes qui sont de l'approfondissement de l'intériorisation par la pratique du recueillement assis, qui est le zazen, par l'étude du Shobogenzo, de l'étude des sutras, mais aussi par l'ouverture, la rencontre avec l'autre, avec la population, avec les gens qui ne pratiquent pas. Il faut vraiment ces deux aspects. Cela dit, et puis Kézanne a adapté d'une certaine façon le zen à son temps. Donc il y aura forcément une adaptation à l'époque actuelle. Cela étant, pour l'instant, il ne faut pas adapter trop vite non plus. Il ne faut pas oublier l'aspect introspection et d'approfondissement. Mais voilà, il faut marcher sur les deux jambes. Je vous remercie infiniment, Pierre Crépon. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici, avant de nous quitter, quelques suggestions de lecture. Avec tout d'abord 2 livres publiés aux éditions Sully. Le bouddhisme Zen Soto de Koshizan. Celui-ci, qui fut le supérieur du grand temple de Sojiji, apporte une contribution majeure à la compréhension de la pratique et de la doctrine du bouddhisme zen au Soto. Vous y retrouverez entre autres un éclairage sur le rôle essentiel de Kézanne. Ainsi que le Shobogenzo de Maître Dogen, la vraie loi trésor de l'œil, traduit et annoté par Yoko Orimo. Ce recueil, véritable guide de lecture de l'œuvre majeure du bouddhisme zen et de la philosophie japonaise, contient un certain nombre de textes parmi les plus importants de la tradition Zen Soto. L'esprit du Chan, le Shinjinmei, aux sources chinoises du zen de Taizen Deshimaru, publié chez Albin Michel. Ce recueil est le plus ancien texte du Chan chinois, courant du bouddhisme qui donnera naissance au Japon, 6 siècles plus tard, à la tradition zen. Et enfin, l'imaginaire du zen, l'univers mental d'un moine japonais, de Bernard Faure, édité par Les Belles Lettres. Le texte, jusqu'ici peu connu, sur lequel se penche l'auteur, apporte un jour nouveau sur certains aspects inédits du zen, en l'occurrence une chronique autobiographique relative à la fondation par Kézanne de son premier monastère. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ces émissions consacrées à Maître Kézanne. Je vous souhaite une très, très belle journée.